Bonjour à tous. Décidément, Hunger Games, c'est un peu bizarre avec moi. Soit je les vois 6 mois après, soit je les vois avant leur sortie en avant-première. Attention, ça part très très mal, je suis en train de m'étouffer. Bon, bref. Il s'agit aujourd'hui de parler de Hunger Games, l'embrasement ou Catching Fire en version originale, avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal. On peut compter également dans le film Woody Harrelson. Là, il y a Hemsworth, mais dans un tout petit rôle, donc je vois vraiment pas pourquoi ils le mettent sur l'affiche. John Hutcherson qui joue Pita, il y a Donald Sutherland qui joue le président, et il y a Philip Seymour Hoffman, un de mes acteurs préférés, qui joue dans un film, dans un gros blockbuster, destiné principalement aux adultes. Aux adultes, non, justement, aux adolescents, ce qui n'était pas le cas des blockbusters qu'il avait fait précédemment. Donc c'était étonnant de le voir ici. Globalement, oui. J'aime bien le film. Il y a des défauts, c'est certain, il y en a même plein. Mais au final, ce que le film essaye de nous montrer, essaye de nous prouver, essaye de nous dire, est bien plus intéressant que la somme de ses erreurs. Les acteurs sont vraiment tous très très bons. Le design global est fidèle à ce qu'il y avait dans le premier. La réalisation elle a un peu changé puisque c'est désormais comment s'appelle-t-il, Francis Lawrence, qui apparemment n'a rien à voir avec Jennifer Lawrence, qui réalise. L'histoire de ce deuxième film, c'est que Katniss a donc gagné les Hunger Games avec Pita l'année précédente, donc elle est en tournée de promo, etc. Sauf que la victoire du district des pauvres, le district 12, commence à nourrir les envies de révolte dans la population. Le président Snow l'envoie donc en tournée mondiale pour promouvoir le Capitole et le régime despotique qui est en place, faire de la propagande. Elle n'y arrive pas vraiment, enfin elle a beaucoup de mal à comment dire, elle essaye de faire de son mieux pour contenter le président parce qu'elle sait que si la population se révolte, ça va se finir dans un bain de sang. Donc elle essaye, pour protéger les gens, de continuer cette mascarade mise en place par le Capitole, qui n'est que de la manipulation du public et des médias. Mais elle n'y arrive pas trop, et du coup, pour calmer le jeu, le président décide que pour ces nouveaux Hunger Games, qui sont coup de bol à une date anniversaire, vont remettre en jeu d'anciens gagnants des Hunger Games, et donc vont faire revenir d'anciennes personnes dans le jeu, qui depuis ont grandi pour certaines parce qu'elles ont gagné depuis longtemps, mais pour d'autres sont toujours adolescentes. Et en particulier, bien évidemment, Katniss et Pita, qui se retrouvent une fois encore dans les Hunger Games. Si j'entends quelqu'un me dire que oh là là, ils sont encore dans les Hunger Games, alors que le film s'appelle Hunger Games, je crois que je le bute. Je dis ça parce que le Nostalgia Critique vient de faire de la blague dans son Bum Reviews. En même temps, Bum Reviews, faut pas le prendre au sérieux, c'est que de la blague. Il est d'une malhonnêteté totale dans ces trucs-là, et c'est totalement avoué. C'est pour ça qu'il les fait. C'est parce que ça le fait beaucoup rire. Mais je sens qu'il y en a vraiment qui vont le sortir. C'est comme reprocher à un Rocky de ne pas parler de boxe. C'est comme si on disait, oh putain, Rocky 2, il fait encore un match de machin contre un champion du monde. Bah oui, c'est le principe de la série film, enfin c'est le principe de l'histoire qu'on essaie de te raconter. Donc voilà, oui, il retourne dans les Hunger Games, c'est pas le même décor, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes enjeux. Enfin les mêmes environnements, si, c'est toujours une forêt, mais là c'est la jungle. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes intrigues. Les personnages sont complètement différents, il y a pas du tout il y a tout un sous-scénario, il y a toute une révélation, il y a un twist final en fin de film qui révèle un petit peu plus de choses. Je dirais que le gros défaut, c'est dans l'écriture du film, parce que son schéma narratif est très particulier. Ça respecte pas vraiment les codes hollywoodiens, mais ça en soi c'est pas un problème. C'est surtout que, encore une fois, les codes hollywoodiens n'ont pas été créés pour rien. Les codes hollywoodiens permettent à un film de maintenir en haleine le spectateur et d'avoir une idée d'où il va et d'où il est dans le film. On sent globalement quand la fin va arriver, quand tel ou tel événement va passer. Par exemple, le film, il doit y avoir une progression dramatique. En acte 1, on est à peu près ici. Ensuite, en acte 2, on continue, jusqu'à arriver au climax de l'acte 3 et enfin la conclusion. Dans ce film,
il y a un acte 1, un acte 2 quand les jeux commencent, et à l'acte 2, le film devient un peu plat. C'est-à-dire, pas plat, mais un peu égal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moments plus forts que d'autres. C'est renforcé par le fait que les événements qui se passent pendant les Hunger Games sont, les actions sont abordées tellement rapidement qu'on n'a vraiment pas le temps de s'y concentrer, de se concentrer dessus, et du coup tout ça donne le sentiment de s'enchaîner un petit peu sans vraiment progresser. Ce qui a un côté un peu réaliste par rapport aux Hunger Games, tant qu'on peut parler de réalisme dans les Hunger Games, mais qui du coup en termes scénaristiques peut en amener certains à se faire un petit peu chier. Bien que ce soit très intéressant à regarder, il y a plein de choses, de petites trouvailles très très jolies, mais c'est vrai que c'est pas, ça c'est pas ouf en tension. Et puis arrivé un moment, c'est comme si le film s'était rendu compte, et d'un seul coup, hop, climax. Un peu, donc on a un climax qui débarque de nulle part, d'un coup, qui vraiment sorti du cul de l'histoire. Et puis d'un seul coup, on a un épilogue, un après-climax qui va très très vite aussi, qui en plus est un petit peu embêtant parce que en fait tout le film adopte uniquement le point de vue de Katniss. Grosso modo, je me souviens, il doit y avoir quelques scènes avec le président Snow et le personnage de Philip Seymour Hoffman qui ne sont pas du coup du point de vue de Katniss. Mais ça doit être à peu près les seuls. Ce qui était intéressant dans le premier, parce que, ce qui est moins intéressant dans le premier, parce que dans le premier, du coup, il y avait cette idée où on voyait comment la population réagissait aux Hunger Games et comment, ce que ça provoquait chez eux. Je comprends l'intérêt de cacher les réactions de la population suite à ce qui se passe dans l'histoire, mais tout de même, il y a certains moments où ça aurait pu être bien intéressant. Et en particulier après ce climax, après cet acte 3, après ce twist, voir comment la population le prend et ce qui se passe dans la population, ce serait vachement intéressant, et ça donnerait surtout le sentiment que la scène est beaucoup moins précipitée, parce qu'en gros on apprend des choses à la fin du film très importantes, mais on les apprend oralement par quelqu'un qui nous les raconte, et on n'en voit rien du tout, au point qu'à la fin on voit le logo je sais, quel est son oiseau, je sais que c'est un mockingbird en anglais, mais je sais plus ce que c'est en français. On voit donc son écusson qui servait donc de logo au premier film, qui se met en feu, qui se met à bouger, à ouvrir ses ailes pour devenir l'écusson du deuxième film, et devient l'écusson du troisième film en se penchant un petit peu vers le bas ou un truc dans le genre. Et en fait, quand j'ai vu l'écusson apparaître, je pensais que c'était une espèce de faux show télévisé montré par le film, puisque le film fait souvent ça, le film montre souvent les shows télévisés qu'il y a à l'époque, enfin qu'il est là-bas, avec le présentateur qui est toujours aussi génial, le présentateur de l'émission Hunger Games, qui trouve ça absolument génial que des gens s'entretuent, qui est super enjoué, qui est vraiment la représentation même de ce que le président veut que le public pense, et que certains districts se mettent à penser, alors que d'autres, évidemment, comme ils sont un peu dans la merde, on a un peu rien à foutre de ce qui se passe à la télé. Et du coup, ça donnait vraiment cette impression-là, alors qu'en fait non, c'était un teaser pour, c'était un espèce de, je sais pas, d'animation de fin de film, en gros, l'animation pour dire the end presque. Donc ça m'a un peu surpris, ça m'a beaucoup manqué surtout de pas avoir ce retour sur le public. Pour ce qui est du reste, on va parler rapidement de la réalisation. Si vous n'avez pas aimé la caméra qui tremble un petit peu dans le premier, et franchement, encore une fois, je trouve que vraiment vous allez très très loin, parce que le premier film était vraiment pas si illisible que ça, mais vraiment pas du tout. Enfin, je suis peut-être très habitué aux caméras qui bougent, mais enfin quand même, je trouvais que c'était plus que lisible. Si vous n'aimiez pas ça, vous apprécierez un peu plus celui-ci, puisque le nouveau réalisateur, qui est connu en particulier pour Constantine, qui avait été Keanu Reeves, et qui avait fait quoi d'autre? J'ai vu sa filmographie il y a 2 secondes, et je sais qu'il y en avait un deuxième qui m'a marqué. Je suis une légende. Voilà. Qui est souvent décrié pour sa fin, mais il faut savoir que la fin n'était pas voulue par le réalisateur. La vraie fin du réalisateur a beaucoup plus de sens, et dans le DVD, le Blu-ray, pour Je suis une légende. Pour ce qui est d'Hunger Games, l'embrasement, il a un style de réalisation beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel,
Semble-t-il que certains plans ont été faits en IMAX, c'est possible, j'en sais rien. Je vous avoue franchement, je suis pas un client de l'IMAX, je trouve que le gain n'est vraiment pas si visible que ça. J'aime beaucoup entendre des chefs-op en train de parler de l'IMAX et de le comparer au numérique, en disant qu'on faisait pas mieux au niveau définition et niveau etc. que le numérique. Oui, on le fera, d'une part, et on le fait déjà. C'est effectivement, on diffuse en HD, en 2K et en 4K, mais on peut s'y tourner en 8K par exemple, et je crois que l'IMAX ne tient pas la comparaison face à du 8K. Le 35 mm peut se scanner jusqu'à du 4K, le 65 mm peut se scanner jusqu'à du... Je crois que c'est ça, je crois que c'est du 8K maximum. Et après ça, l'argentique sera définitivement dépassé. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je suis pas client de l'IMAX, je vois pas exactement dans les films où est-ce que c'était en IMAX et où est-ce que ça ne l'a pas été. Ça se voit dans les Blu-ray parce qu'il y a un gain de définition d'un coup où on sent que tout est d'un seul coup beaucoup plus net que sur de la pellicule 35 pour des films faits en pellicule. Mais en ce qui concerne le reste, c'est souvent pas très visible, en tout cas pas au cinéma et pas dans un écran normal. Donc c'est plutôt joli, il y a surtout une belle photographie. Que ce soit en IMAX ou pas, j'en ai rien à foutre, mais c'est vrai qu'il y a une très belle photographie, il y a des plans qui sont très très intéressants, avec des couchers de soleil très très beaux, avec des belles lumières, des choses plutôt sympas. Les effets spéciaux également sont très bien foutus. Je me souviens que dans le premier c'était déjà pas trop mal, et je crois que les petites bébêtes à la fin étaient un peu space, mais globalement c'était quand même pas mal dans le premier déjà. Et là dans celui-ci c'est vraiment bien fait. On sent que ça a été fait par ordinateur quelque part, mais l'illusion est tellement réaliste qu'on en doute. C'est-à-dire que par exemple, on saurait pas dire si tout a été fait en image de synthèse ou s'il y a du réel à mélanger des images de synthèse. Je pense à une scène avec des singes en particulier, où vraiment c'est difficile de savoir si c'est un singe en image de synthèse, un vrai singe, un singe en animatronique ou un truc dans le genre. Donc vraiment bien géré à ce niveau-là. De toute façon c'est Weta Digital ce qui fait les effets spéciaux, mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire des mauvaises choses. Donc là c'est vraiment du bon travail. Ce qui est surtout intéressant, c'est les messages de Hunger Games et les performances qu'offrent les acteurs, qui sont vraiment prenantes. Il y a l'espèce de grande folle là qui est coiffée n'importe comment, qui fait les sélections normalement des trucs, qui les détestait plus ou moins, enfin qui les méprisait un petit peu dans le premier film, et qui dans celui-ci commence vraiment à s'y attacher et à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose de pourri dans cette histoire, et qui commence du coup elle-même à douter du pouvoir en place. Le personnage de Seymour Hoffman est le plus creusé, donc c'est assez intéressant aussi à voir à l'écran, surtout avec un acteur pareil qui pour le jouer. Jennifer Lawrence est vraiment intéressante parce qu'on sent pendant tout le film la pression qu'elle a sur les épaules. C'est vraiment bien joué au niveau de la performance d'actrice. On sent vraiment la peur, le stress, la panique, les émotions qu'elle ressent vers les personnes qui lui sont chères, les personnes qu'elle déteste. Vraiment, enfin voilà, du bon boulot niveau jeu des personnages. Et vraiment c'est les symboles qui sont intéressants, c'est ce que ça dénonce. Les pouvoirs totalitaires, la manipulation de masse, comment est-ce que les médias mentent au monde, comment les pouvoirs peuvent sombrer, comment est-ce que en essayant de les manipuler, on finit pas par jouer contre soi, et comment un empire en place peut se mettre à chanceler et à chuter. Il y a une phrase qui est très intéressante qui est dans les 10 premières minutes du film. Qui est dit par Jennifer Lawrence, enfin le Katniss, dit au président ça doit quand même être un système très faible si même moi je peux le faire tomber. Et le président lui répond oui, c'est un système faible mais pas comme vous l'imaginez. Et c'est ça qui est pas mal, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est dans cette parabole, parce que oui, s'il y en a encore qui pensent que c'est pas assez réaliste, faut vraiment que vous voilà, c'est le principe du cinéma d'offrir des métaphores, des paraboles, des histoires qui ne sont pas vraiment réalistes, mais qui permettent du coup d'explorer quelque chose de réaliste. L'univers totalitaire qui est décrit n'existe pas, mais on pourrait le comparer à Saddam Hussein ou à ce qui se passe en Iran ou des choses genre là. Enfin, c'est vraiment ou aux États-Unis pour les plus
les plus praticiens d'entre vous des théories du complot. Et les plus anti-américains. Bref, vraiment très intéressant. Il y a tout un commentaire aussi sur la lutte des classes, sur les conditions de vie, il y a un passage très intéressant dans une fête qui est organisée par le président avec les gens qui leur proposent de bouffer des petits fours, et les autres qui disent mais non, je suis désolé, vraiment j'ai trop mangé. Et l'autre qui lui sort un vomitif ou un petit verre de machin pour se faire gerber, pour pouvoir continuer à bouffer, et étant donné que eux viennent du district 12 qui crèvent la dalle, ça leur paraît forcément un petit peu bizarre. Donc voilà, plein de choses intéressantes, du bon divertissement, bien tourné, bien réalisé, très bien fait, vraiment, c'est bien géré, c'est maîtrisé, c'est aux petits oignons. Après, voilà, je suis pas en admiration devant le film, c'est pas le meilleur film que j'ai vu de l'année, ou c'est pas incroyable, c'est pas machin, mais c'est du bon. Globalement, c'est plutôt du bon, c'est au-dessus de la moyenne, et c'est plutôt intéressant. Si ce n'est la fin qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe, vraiment il y a plutôt du positif à en sortir. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Hunger Games, à la ressortir en salle. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao.